Donc, je commencerai avec un classique. On se transporte au 19e siècle. Un texte en alexandrin de M. Victor Hugo, non le moindre, donc un poète, grand dramaturge, un écrivain. Et puis les textes de ce type-là, on peut les retrouver ici chez Corcovado dans la section littérature classique. Donc, c'est juste derrière le bloc bleu. Croissance personnelle. Derrière croissance personnelle. Puis, si jamais vous avez quelques questions, toutes les personnes, les employés ici, ça va leur faire plaisir de vous guider vers vos choix de lecture. Alors, littérature classique, pardon. On commence avec Le mot de Victor Hugo. Braves gens, prenez garde aux choses que vous dites. Tout peut sortir d'un mot qu'en passant vous perdîtes. Tout, la haine et le deuil. Et ne m'objectez pas que vos amis sont sûrs et que vous parlez bas. Écoutez bien ceci. Tête à tête, en pantoufles. Porte close, chez vous, sans un témoin qui souffle. Vous dites à l'oreille au plus mystérieux de vos amis de cœur. Ou, si vous l'aimez mieux, vous murmurez tout seul, croyant presque vous taire, dans le fond d'une cave à 30 pieds sous terre. Un mot désagréable à quelque individu. Ce mot que vous croyez qu'on n'a pas entendu, que vous disiez tout bas dans un lieu sourd et sombre. Cours, à peine lâché, pars, bondis, sors de l'ombre. Tenez, il est dehors. Il connaît son chemin. Il marche. Il a 2 pieds, un bâton à la main, de bons souliers ferrés, un passeport en règle, oula. Au besoin, il prendrait des ailes comme l'aigle. Il vous échappe. Il fuit. Rien ne l'arrêtera. Il suit le quai, franchit la place, etc. Passe l'eau sans bateau à la saison des crues. Et va tout à travers un dédale de rue, droit chez le citoyen dont vous avez parlé. Il sait le numéro. Il a la clé. Il monte l'escalier, ouvre la porte, passe, entre, arrive. Et railleur, regardant l'homme en face, dit « Me voilà ! Je sors de la bouche d'un tel. » Et c'est fait. Vous avez un ennemi mortel. Le mot de Victor Hugo. Parlant de mots, il y a toutes sortes de mots. Donc, j'ai décidé de nous projeter encore plus loin au début du 18e siècle. Un texte qui est attribué à un abbé, l'abbé de Laténian, qui s'intitule Le mot et la chose. Vous savez, cette chose qu'on peut retrouver dans le petit coin coquin. Donc, on va en apprendre davantage sur ce mot et cette chose-là. Comment on en parlait au début du 18e siècle? Alors, je vous fais découvrir le mot et la chose de l'abbé de Laténian. On reste aussi en littérature classique, donc encore un petit poème. Madame, quel est votre mot? Et sur le mot, et sur la chose. On vous a dit souvent le mot, on vous a fait souvent la chose. Ainsi, de la chose et du mot, vous pouvez dire quelque chose. Et je gagerai que le mot vous plaît beaucoup moins que la chose. Pour moi, voici quel est mon mot. Et sur le mot, et sur la chose. J'avouerai que j'aime le mot, j'avouerai que j'aime la chose, mais c'est la chose avec le mot. Mais c'est le mot avec la chose. Autrement, la chose et le mot, à mes yeux, seraient peu de choses. Je crois même en faveur du mot pouvoir ajouter quelque chose. Une chose qui donne au mot tout l'avantage sur la chose. C'est qu'on peut dire encore le mot alors qu'on ne fait plus la chose. Et pour peu que vaille le mot, mon Dieu, c'est tout de même quelque chose.
je conclus que le mot doit être mis avant la chose, qu'il ne faut ajouter au mot qu'autant que l'on peut quelque chose. Et pour le jour où le mot, hélas, viendra seul, sans la chose, il faut se réserver le mot pour se consoler de la chose. Pour vous, je crois qu'avec le mot, vous voyez toujours autre chose. Vous dites si gaiement le mot. Vous méritez si bien la chose, que pour vous la chose et le mot doivent être la même chose. Et vous n'avez pas dit le mot qu'on est déjà prêt à la chose. Mais quand je vous dis que le mot doit être mis avant la chose, vous devez me croire à ce mot. Bien peu connaisseur en la chose, eh bien, voici mon dernier mot. Et sur le mot et sur la chose. Madame, passez-moi le mot, et je vous passerai la chose. Donc, le petit coin coquin qui est indiqué juste à côté, à droite ici. Début du 18e siècle, quand même. Par un abbé. Par un abbé, oui. Par un abbé, quand même. Quand même. Oui? Il n'y a que. Donc, maintenant, on change de cap complètement. On s'en va rejoindre un humoriste français, Raymond DeVos, donc, qui est aussi un conteur. Si vous le connaissez, vous savez que c'est un grand amoureux des mots. Il adore ça, faire des beaux jeux de mots. On peut d'ailleurs retrouver ses textes ou bien les types de textes que DeVos fait dans la section littérature. Donc, c'est vraiment bien indiqué là, sur les murs. Encore une fois, c'est derrière croissance personnelle. Aussi dans la section contes. Donc, sans plus tarder, je vous présente Sans dessus dessous de Raymond DeVos. Oh, vous êtes bien chanceux de ne pas habiter dans mon appartement, dans mon immeuble, parce qu'actuellement, mon immeuble est sans dessus-dessous. Tous les locataires du dessous voudraient habiter au-dessus. Tout cela parce que le locataire qui est au-dessus est allé raconter par en dessous que l'air que l'on respire à l'étage du dessus était meilleur que celui qu'on leur respirait à l'étage d'en dessous. Alors, le locataire qui est en dessous a tendance à envier celui qui est au-dessus et à mépriser celui qui est en dessous. Moi, je suis au-dessus de ça. Ben, si je méprise celui qui est en dessous, c'est pas parce qu'il est en dessous, c'est parce qu'il convoite l'appartement qui est au-dessus, le mien. Remarquez, moi, je lui céderais bien mon appartement à celui du dessus, à condition d'obtenir celui d'en haut, je veux dire. Je compte pas trop dessus. D'abord parce que j'ai pas de sous. Ensuite parce que au-dessus de celui qui est au-dessus, il n'y a plus d'appartement. Alors, le locataire qui est au-dessous, qui montrait à l'étage du dessus, obligerait celui du dessus à redescendre en dessous. Or, je sais que celui du dessus n'y tient pas. D'autant que comme la femme du dessous est tombée amoureuse avec celui du dessus n'a aucun intérêt à ce que le mari de la femme du dessous monte au-dessus. Alors là-dessus, quelqu'un est-il allé raconter à celui du dessous qu'il avait eu sa femme bras dessous avec celui du dessus? Toujours est-il que celui du dessous l'a su. Et un jour que la femme du dessous est allée rejoindre celui du dessus, comme elle retirait ses dessous et lui ses dessus, soi-disant parce qu'il avait trop chaud en dessous. Je l'ai su parce que dans dessous, on entend tout ce qui se dit au-dessus. Bref, celui du dessous leur est tombé dessus. Et comme ils étaient tous les deux sourds, ils se sont cognés dessus. Et finalement, c'est celui du dessous qui a pris le dessus. Sans dessus-dessous, Raymond DeVos. Et pour le dernier extrait, le dernier texte qu'on va faire pour le premier bloc, donc je vous invite à rester pour profiter vraiment des rabais, le 50% de rabais là, sur les livres aujourd'hui. Et puis je vais revenir après un 10-15 minutes de pause que j'indiquerai sur le petit tableau. Donc, j'ai décidé de vous présenter un texte d'une très grande thérapeute américaine, en fait, qui a été connue et même reconnue pour ses thérapies familiales, son approche de la thérapie familiale. Je vous parle ici de Virginia Satir. Il y a un texte, le texte que je vais vous faire est tiré d'un des volumes Bouillon de poulet pour l'âme,
Donc, ici, chez Corcovado, il y a une section complète dans une des bibliothèques, au bas complètement, bouillon de poulet pour l'âme. Et c'est un texte que Virginia Satir a écrit en réponse à une jeune femme, une jeune fille en fait de 15 ans, qui lui a écrit une question qui va comme suit. Comment puis-je me préparer à vivre une vie riche et satisfaisante? Donc, Virginia Satir lui a répondu ma déclaration d'estime de moi. Alors, la voici, la voilà. Je suis moi. Dans le monde entier, il n'y a personne qui soit exactement comme moi. Il y a des gens qui me ressemblent sur certains points, mais personne n'est en tout point exactement comme moi. Par conséquent, toute chose qui sort de moi est authentiquement mienne, parce que moi seule ai fait ce choix. M'appartient tout ce qui se rapporte à moi, mon corps et tout ce qu'il fait, mon esprit, toutes mes idées, toutes mes pensées, mes yeux et les images de tout ce qu'il voit. Mes émotions, quelles qu'elles soient, colère, joie, frustration, amour, désappointement, excitation. Ma bouche et tous les mots qui en sortent. Poli, doux ou dur, correct ou incorrect. Ma voix, douce ou forte, et toutes mes actions, que ce soit envers moi ou envers les autres. M'appartiennent tous mes fantasmes, mes rêves, mes espoirs, mes peurs. M'appartiennent tous mes triomphes, tous mes succès, tous mes échecs et toutes mes erreurs. Parce que je m'appartiens totalement, je peux faire plus ample connaissance avec moi-même. Ce faisant, je peux m'aimer et me lier d'amitié avec toutes les parties de moi. Je peux alors faire en sorte que toute ma personne travaille dans mon intérêt. Je le sais qu'il y a des aspects de moi qui me rendent perplexe, d'autres aspects que je ne connais pas. Mais tant et aussi longtemps que je serai aimable et bonne avec moi-même, je continuerai de chercher avec courage et espoir les pièces qui manquent à mon casse-tête, qui m'aideront à me connaître davantage. Quelle que soit mon apparence, ma voix, quoi que je dise ou que je fasse, et quoi que je pense ou ressente à n'importe quel moment dans le temps, c'est toujours moi. C'est le moi authentique et cela représente où j'en suis à ce moment précis de ma vie. Quand je repenserai plus tard à mon apparence et à ma voix, à ce que j'aurais dit ou fait, senti ou pensé, il se peut que certaines parties s'avèrent incorrectes. Je peux me défaire de ce qui est incorrect et conserver ce qui s'est avéré correct. Inventer quelque chose de nouveau pour remplacer ce dont je me suis défait. Je peux voir, entendre, sentir, penser, dire et faire. J'ai tout ce qu'il faut pour survivre, pour me rapprocher des autres, pour produire, pour donner un sens et un but au monde de personnes et de choses qui existent en dehors de moi. Je m'appartiens. Donc, je peux me construire. Je suis moi. Et je suis OK. Virginia Satir. Je vais commencer avec ce nouveau bloc de lecture avec un texte de M. Jacques Salomé, qui est un auteur français. Et on peut retrouver ses textes à lui ou d'autres types du même genre dans la section ici chez Corcovado de croissance personnelle, qui est juste en face de moi. Puis si jamais vous ne trouvez pas, ben, tous les gens qui travaillent ici vont se faire un plaisir de vous aider. Donc, je vous fais la lecture du conte, un des contes de Conte à guérir, Conte à grandir de M. Salomé. Il s'intitule Le magicien des peurs. Il était une fois, une seule fois, dans un des pays de notre monde, un homme que tous appelaient le magicien des peurs. Ce qu'il faut savoir, avant d'en dire plus, c'est
que toutes les femmes et tous les hommes et tous les enfants de ce pays étaient habités par des peurs innombrables. Peurs très anciennes, venues du fond de l'humanité, quand les hommes ne connaissaient pas encore le rire, l'abandon, la confiance et l'amour. Peurs plus récentes, issues de l'enfance de chacun, quand l'innocence d'un regard, l'étonnement d'une parole, l'émerveillement d'un geste ou l'épuisement d'un sourire se heurtent à l'incompréhensible de la réalité. Ce qui est sûr, c'est que chacun, dès qu'il entendait parler du magicien des peurs, n'hésitait pas à entreprendre un long voyage pour le rencontrer, espérant ainsi pouvoir faire disparaître et supprimer les peurs qui les habitaient, qu'il portait dans son corps, sa tête ou simplement accompagner sa vie. Nul ne savait comment se déroulait la rencontre. Il y avait chez ceux qui revenaient beaucoup de pudeur à raconter ce qu'ils avaient vécu. Ce qui est certain, c'est que le voyage du retour était toujours beaucoup plus long que celui de l'aller. Un jour, un enfant révéla le secret du magicien des peurs. Mais ce qu'il en dit parut si simple, si incroyablement simple, que personne ne le crut. Il est venu vers moi, raconta-t-il, m'a pris les deux mains dans les siennes et m'a chuchoté: derrière chaque peur, il y a un désir. Il y a toujours un désir sous chaque peur, aussi petite ou aussi terrifiante soit-elle. Il y a toujours un désir, sache-le. Il avait sa bouche tout près de mon oreille et il sentait le pain d'épices, confirma l'enfant. Il m'a dit aussi: nous passons notre vie à cacher nos désirs. C'est pour cela qu'il y a tant de peur dans le monde. Mon unique travail et mon seul secret, c'est de permettre à chacun d'oser retrouver, d'oser d'entendre, d'oser respecter le désir qu'il y a en lui sous chacune de ses peurs. L'enfant, en racontant cela, sentait bien que personne ne le croyait. Il s'est mis à douter à nouveau de ses propres désirs. Oh, ce ne fut que bien des années plus tard qu'il retrouva la liberté de les entendre, les accepter en lui. Mais ceci est déjà une autre histoire. Cependant, un jour, un homme décida de mettre le magicien des peurs en difficulté. Oui, il voulait lui faire vivre un échec. Il fit le voyage, vint auprès du magicien des peurs, avec une peur qu'il énonça ainsi: j'ai peur de mes désirs. Le magicien des peurs lui demanda: peux-tu me dire le désir le plus terrifiant qu'il y a en toi? J'ai le désir de ne jamais mourir, murmura l'homme. En effet, c'est un désir terrible et fantastique que tu as là. Puis, après un long silence, le magicien des peurs suggéra: et quelle est la peur qu'il y a en toi, derrière ce désir? Car derrière chaque désir, il y a aussi une peur. Même parfois plusieurs peurs. L'homme dit d'un seul trait: j'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. Ah, et quel est le désir de cette peur? J'ai peur de ne pas avoir le temps de vivre toute ma vie. Je voudrais vivre chaque instant de ma vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. Voilà donc ton désir le plus redoutable, murmura le magicien des peurs. Écoute-moi bien. Prends soin de ce désir. C'est un désir précieux, unique. Vivre chaque instant de sa vie de la façon la plus intense, la plus vivante, la plus joyeuse, sans rien gaspiller. C'est un très beau désir. Si tu respectes ce désir, si tu lui fais une place réelle en toi,
Tu ne craindras plus de mourir. Va, tu peux rentrer chez toi. Vous qui me lisez, qui m'écoutez, vous allez tout de suite me dire, alors chacun d'entre nous peut devenir le magicien de ses peurs. Bien sûr, c'est possible. Si chacun s'emploie à découvrir le désir qu'il y a en lui, sous chacune de ses peurs, oui. Chacun de nous peut oser découvrir, dire ou proposer ses idées. À la seule condition d'accepter que tous les désirs ne soient pas comblés. Chacun doit apprendre la différence entre un désir et sa réalisation. Alors, tous les désirs ne peuvent se réaliser, même si on le désire. Non. Tous les désirs ne peuvent se réaliser, seulement certains. Et nul ne sait à l'avance lequel de ces désirs sera seulement entendu, lequel sera comblé, lequel sera rejeté, lequel sera agrandi jusqu'au rire des étoiles. C'est cela le grand secret de la vie. D'être imprévisible, jamais asservie et en même temps immensément ouverte et généreuse face aux désirs des humains. Car il y a des désirs qui ont besoin de rester à l'état de désir pour pouvoir s'accomplir pleinement. Des rumeurs disent que le magicien des peurs pourrait peut-être passer un jour dans notre ville. Un texte de M. Salomé.